Alex Penon. Jeannot Rességuier tire sa révérence après plus de 40 années de radio, une véritable légende qui va manquer au journalisme sportif. Quelle était ta relation avec lui? As-tu un souvenir, une anecdote le concernant? Non, j'ai pas vraiment d'anecdote concernant Jeannot. Évidemment, on s'est pas mal croisé à une époque quand je suivais l'équipe de France et lui aussi. On a toujours eu des rapports extrêmement cordiaux, pas extraordinairement proches, parce que c'était un journaliste de radio et que moi à l'époque j'étais un journaliste de presse écrite et que globalement c'est pas les mêmes attentes, c'est pas le même métier, c'est pas le même temps. C'est-à-dire que quand un journaliste radio, il est en conférence de presse, il prend le son et puis après il envoie le son à sa radio. Quand tu es journaliste de presse écrite, tu prends les déclarations et après tu fais un papier, tu construis quelque chose. Je dis pas que c'est plus dur ou plus facile, je dis que c'est différent, mais voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement convivial et tout à fait charmant et voilà, il prend une retraite bien méritée après 40 ans de bons et loyaux services, et puis voilà, et puis bonne chance à Jean-Louis Tour qui va lui succéder. Jean-Louis Tour avec qui j'ai travaillé sur RTL, qui a le cheveu un peu djokovicien, et que j'appelais El Moquetas, parce qu'à l'époque il était parti à Madrid en correspondant. Niri, penses-tu que l'UEFA devrait réintroduire le système de renversement en Ligue Europa depuis la Ligue des Champions? Pour beaucoup de clubs intermédiaires, la Ligue des Champions est un objectif car très lucratif, mais ces mêmes clubs ont plus de chances de gagner l'Europa. Non, parce que avec la nouvelle formule, tous les clubs qualifiés pour les matchs de poule de Ligue des Champions, ils ont 8 matchs à faire, ce qui correspond à 6 matchs de poule et un 8e de finale de la version précédente. Donc non, puis ce serait trop bordélique de réintégrer les équipes. Puis voilà, t'as pas fini dans les, je sais plus c'est quoi, c'est les 24 premiers ou les 16 premiers qui se qualifient. Voilà, t'as pas été assez fort, t'es éliminé. Donc non, je trouve que au moins à ce niveau-là, cette nouvelle formule, elle est logique. Clément. J'ai regardé un excellent doc sur l'épopée bastiaise en Coupe d'Europe 78. Quel souvenir en gardes-tu? Y avait-il un élan populaire contre comme Saint-Étienne? J'en garde d'excellents souvenirs, la victoire au Torino, les 7 buts marqués contre les Grasshoppers de Zurich, cette demi-finale allée homérique à Furiani, une pelouse impraticable, totalement détrempée par la pluie, avec un match exceptionnel du gardien du PSV Eindhoven, Van Beveren. Ouais, c'était une période dont je me souviens très très bien, l'épopée de Bastiaise. Est-ce que ça a eu le même élan populaire que Saint-Étienne? Non, parce que d'abord c'était pas la Ligue des Champions, enfin la Coupe d'Europe des clubs champions à l'époque, et puis parce que Saint-Étienne arrivait aussi après une période de disette assez phénoménale dans le football français. L'impact n'était pas le même. Alex Penon. Dembélé blessé face à l'Espagne et forfait pour la phase de poule de la Coupe du Monde des clubs. Après avoir entendu Deschamps reconnaître sur Téléfoot que le joueur était fatigué physiquement et mentalement, fallait-il le faire jouer sur ce match? Le staff du PSG a de quoi l'avoir mauvaise? Non. Oui, c'est une connerie. C'est une connerie. J'imagine maintenant que Deschamps a pas mis un calibre sur la tempe de Dembélé pour jouer ce match et que Ousmane devait se sentir capable de le jouer. Mais voilà, il y a une différence entre se sentir capable de le jouer et l'être. Le lundi, il était sur le central de Roland-Garros à montrer la coupe au public. Le jeudi, il joue contre l'Espagne. Le samedi d'avant, il gagnait la Ligue des Champions avec des festivités, avec des sollicitations médiatiques dans tous les sens. Il est évident que mentalement, il n'était pas prêt pour jouer ce match et que physiquement, c'était un risque. Je pense que c'est une grosse erreur qu'il ait joué ce match. Maintenant, cette grosse erreur, je ne la mettrai pas entièrement à la responsabilité de Deschamps. Je pense aussi que c'est Dembélé qui aurait pu dire qu'il se sentait pas de jouer ce match. Voilà, maintenant il est blessé pour les phases de poule de la Coupe du Monde des clubs. Je pense que le PSG peut se débrouiller sans lui. Geoffrey Gagneur. Sur l'équipe 21, on mange du Ballon d'Or tous les jours et c'est pour meubler leurs émissions parce qu'ils diffusent la cérémonie ou un peu des deux. Oh, des deux. Parce que voilà, le Ballon d'Or, malheureusement, encore une fois, ça intéresse tout le monde. Tout le monde a un avis, tout le monde et voilà, je suis dépité par
cette course au Ballon d'Or et que tout le monde veuille absolument avoir un avis sur Yamal, Dembélé, Mbappé, Hakimi, parce que maintenant il y a aussi ceux qui militent, juste utile d'ailleurs, pour qu'Hakimi ait le Ballon d'Or. J'ai eu une question que j'ai pas prise sur Pedri maintenant, donc voilà. Encore une fois, c'est insupportable. Maintenant, je veux dire des trucs insupportables sur l'équipe 21 au niveau du foot, il y a ce qu'il faut. Alex Penon, auteur d'un grand match et buteur face à l'Espagne de Yamal après avoir contenu Salah et Saka avec le PSG, Nuno Mendes, épargné par les blessures, ne serait-il pas le meilleur latéral gauche du moment avec Hakimi? Le PSG ne tiendra-t-il pas la meilleure paire de latéraux au monde? Oui, on peut dire que Hakimi et Nuno Mendes sont les deux meilleurs latéraux du monde parce que, en plus, cette saison, et tu as tout à fait raison de le souligner, tout le monde pensait que Nuno Mendes avait des qualités de contre-attaquant exceptionnelles, mais beaucoup mettaient, c'est justement d'ailleurs en cause, son rendement défensif. Et là, effectivement, dans cette Ligue des Champions, il a bouffé Salah, Saka, et hier, il a avalé Yamal tout cru, en plus en marquant un superbe but. Voilà, c'est un joueur qui a fait des progrès défensifs assez étonnants. Effectivement, sa santé a l'air de le laisser. C'était quand même une blessure longue et compliquée qui a été très bien et gérée avec énormément de patience par le staff médical du PSG. Et puis bon, Hakimi, c'est pareil. Hein. Hakimi, depuis très longtemps, on sait tout ce qu'il peut apporter dans le domaine offensif. Mais là, défensivement aussi, il a fait d'énormes progrès. Et ce sont maintenant deux joueurs majeurs à des postes en plus clés dans le football d'aujourd'hui. Alex Penon, après la finale Alcaraz-Sinner, certains journalistes ont relevé une intensité et une dimension athlétique impressionnantes, faisant la comparaison avec Nadal et Federer, affirmant qu'au contraire de l'Espagnol, le Suisse n'aurait pu exister dans ce domaine. Partages-tu cette analyse? Comme si on disait que Rod Laver, qui a fait 2 fois le Grand Chelem, se serait fait éclater par Björn Borg, qui lui-même se serait fait éclater par Sampras, qui se serait lui-même fait éclater par Federer. C'est toujours assez inutile, ces comparaisons d'une génération à une autre. Déjà, du temps de sa splendeur, Federer n'a gagné qu'une fois Roland-Garros. Alors c'est vrai qu'il a perdu 6 fois à Roland-Garros contre Nadal, et que sans Nadal, il aurait probablement remporté 2 ou 3 autres tournois sur la porte d'Auteuil. Mais enfin, bon, on voit qu'il était battu par Wawrinka, qu'il était battu par Monfils, qu'il était battu... on voit qu'il n'était pas infaillible sur cette surface. Il était beaucoup plus fort sur les autres. Je suis pas certain que un Federer... Alors attention... je parle d'un Federer prime, hein, Federer de 25-26 ans. Je suis pas certain qui serait ridicule aujourd'hui contre Alcaraz ou Sinner sur gazon ou sur ciment. Mais c'est vrai que l'intensité physique et de cette finale entre Alcaraz et Sinner était absolument invraisemblable. Alex Penon, si tu avais dû embrasser la carrière d'entraîneur, quel aspect de ce métier aurais-tu le plus apprécié? La gestion de groupe, l'aspect tactique, l'animation de séance, le travail en staff ou autre? Déjà, si j'avais voulu embrasser la carrière d'entraîneur, il aurait fallu que je passe les diplômes, qui étaient pour gagner un CD dans le marbre, hein, déjà. Si, admettons que j'arrive à avoir ces diplômes, je pense que ce qui m'aurait le plus intéressé, c'était la gestion du groupe et l'aspect tactique, effectivement. Je pense que c'est aussi là que les vrais entraîneurs font la différence. Animer une séance, t'achètes des bouquins, tu les potasses et tu fais des séances d'entraînement très facilement. D'autant plus aujourd'hui que quand tu travailles dans un club de haut niveau, tu as un staff hyper développé qui te permet effectivement de travailler en atelier ou d'avoir des gars qui te conduisent les séances et d'avoir une autonomie et un recul plus important qu'auparavant. J'ai jamais pensé être entraîneur, j'ai jamais pensé... J'ai souvent espéré, voire rêvé d'être directeur sportif d'un club, mais entraîneur, non, parce qu'encore une fois, il faut un diplôme et que physiquement, j'avais pas les capacités pour passer ce diplôme.
Alex Penon. Après le match face à l'Espagne, l'absence de rendement défensif de Mbappé a encore agité les réseaux et les médias. Penses-tu que ce soit vraiment problématique sur le terrain ou dans le vestiaire, ou bien un simple moyen de taper sur le joueur, comme a pu le souligner Jean-Michel Larquet? Messi a eu combien de ballons d'or? Et Messi a eu quoi comme palmarès? Est-ce qu'on a déjà vu Messi défendre? Non. Je pars du principe que il n'est pas obligatoire, et là, quelque part, en sens, je suis en désaccord avec Luis Enrique, c'est pas obligatoire d'avoir 11 joueurs qui défendent dans une équipe. Comme il n'est pas obligatoire d'avoir 11 joueurs qui attaquent. Parce que dans ce sens-là, on est toujours à dire, l'attaquant il défend pas, on dit jamais à un défenseur qu'il attaque jamais. Comme Lilian Thuram qui reprochait toujours à Pires, à Henry, à Del Piero de pas défendre. Un jour, je lui dis, mais attends, toi, t'as attaqué une fois en ta vie, t'as mis 2 buts, mais sinon, tu franchis la ligne médiane à la fin du match pour serrer la main à ton adversaire. Donc, voilà. Je pars du principe que si Mbappé marque autant de buts, c'est aussi parce que il gère ses efforts pour être décisif devant le but. Je reviens à la question des mégas qui lui effectivement fait énormément d'efforts défensifs, d'appels, de pressing et tout, et qui manque de lucidité devant le but. Mbappé a cette qualité qu'effectivement, alors peut-être effectivement, ça je ne le sais pas. J'aimerais bien un jour que ce soit un débat qui soit mis sur la piste. Peut-être que Mbappé est un petit moteur sur le plan physique. Le fait de faire des sprints ne veut pas dire forcément que tu as un foncier, un physique qui te permet de courir et tout. Maintenant, tout ce que je vois, c'est qu'en 2 matchs avec l'équipe de France, Mbappé il a mis 2 buts et 2 passes décisives. C'est quand même pas si mal. Alex Penon. Avec la future arrivée de Maignan à Chelsea, quid de l'avenir de Petrovic? Les Blues, qui avaient déjà recruté le jeune Jorgensen, empilent un nouveau gardien, cette fois d'expérience. Comprends-tu cette politique du club anglais qui dépense à tout va et empile les joueurs à chaque ligne? Force est de constater que la politique de Bluco à Chelsea elle est pas si mal, puisque Chelsea s'est qualifié pour la Ligue des Champions et a gagné la Conference League. Donc, tu fais une année où tu te qualifies pour la Ligue des Champions et tu gagnes une Coupe d'Europe. Il y a pire. Effectivement, il y a trop de joueurs dans cette équipe. Il y a un brassage un peu effarant. Je comprends pas, effectivement. Alors moi, qui ai vu tous les matchs de Petrovic avec Strasbourg cette année, pour moi, c'était scellé dans le marbre. Petrovic allait revenir à Chelsea et devenir le gardien numéro 1 du club. Bon, visiblement, les dirigeants de Bluco n'ont pas cette approche. Et peut-être que ça ouvre une toute petite fenêtre à Strasbourg pour garder son gardien. J'y crois pas, parce que je pense que Petrovic a envie, et il a raison, parce qu'il a largement le niveau de jouer la Ligue des Champions. Il y a peut-être une touche avec Monaco à ce niveau-là. Mais voilà, oui, je comprends pas bien la volonté de Chelsea d'aller prendre Maignan, alors qu'effectivement, ils ont eu Jorgensen, qui est un gardien extrêmement prometteur. Alors peut-être qu'ils ont envie d'un gardien plus abouti pour la Ligue des Champions, d'un gardien plus établi, plutôt que d'avoir aussi un joueur prometteur, ce qui est un peu en contradiction avec la politique qu'ils ont à Strasbourg. Mais bon.